Vous écoutez le libre journal des littératures, dirigé par Hector Burnouf, assisté de Claude Séraphin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 20 mai 2021, de 21h30 à 23h, et réalisé par Aline. Alors notre ville a été admirée, son patrimoine est très riche. Bruno Santoram vient de rappeler les évocations littéraires. Nous passons à un autre registre, avec un autre invité, cherbourgeois, lui aussi, que mon cher Claude Séraphin, je vous laisse présenter. Bonsoir Nicolas Calluot. Bonsoir à tous et merci de m'inviter sur cette radio de qualité que les cherbourgeois connaissent bien. Bienvenue Nicolas Calluot, vous êtes un défenseur local du patrimoine. Certains cherbourgeois, nombre d'entre eux d'ailleurs, vous connaissent ou ont entendu parler de vos initiatives. On peut citer une tentative de sauvetage de ce que l'on appelle chez vous la Petite Criée, un bâtiment du port de Cherbourg laissé à l'abandon pour lequel vous avez obtenu l'appui de Stéphane Bern. On peut aussi évoquer une ferronnerie d'art en faveur de laquelle vous avez sollicité son Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco. On espère que son Altesse Sérénissime nous écoute ce soir. N'en doutons pas. J'espère. Voilà. Si vous voulez détailler peut-être l'étendue de votre investissement pour le patrimoine local. Moi, je souhaitais d'abord parler de cinéma, parce que vous m'avez contacté à Absolument. Bruno Santoram a pu parler des évocations littéraires de Cherbourg, et vous venez nous parler des évocations cinématographiques. Et ensuite, nous aborderons effectivement ce thème architectural. Parce que le cinéma et Cherbourg, c'est une relation très forte. Car le cinéma, quand on parle de Cherbourg, on parle tout de suite, on entend les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy avec Catherine Deneuve, ce film qui retrace bien l'ambiance de Cherbourg que décrivait Bruno Santoram des années 50 avec ses commerces, une ville bercée par la marine, et ce film Les Parapluies qui raconte cette histoire d'amour impossible entre une jeune fille de notable commerçant et un jeune homme d'un milieu plus populaire. Alors dans la vraie vie, ce qu'il faut savoir, c'est que Cherbourg, c'est la ville natale de Jean Marais. Jean Marais est né dans cette ville en 1913 et il avait d'ailleurs dit cette très belle phrase, cette phrase oubliée qu'il a dit dans les années 70, « C'est à Cherbourg que j'ai décidé de devenir acteur ». Cherbourg a un lien aussi avec le très grand et si français Jean Gabin. Celui-ci a fait son service militaire en 1924 à Cherbourg et il y a tourné en 1949 la Marie du Port de Marcel Carné avec l'adorable Nicole Courcelles. La Marie du Port, c'est toujours une histoire d'amour entre une jeune femme et Jean Gabin qui joue un notable patron du cinéma Le Central, ce cinéma qui existe toujours sous le nom de l'Odéon, que les Cherbourgeois connaissent bien. Et ce film retrace bien le petit port de pêche qu'était Cherbourg à ce moment-là. Et je peux vous citer également un film 68 arts, oublié, qui date dans des années 70, ou tout début des années 70, qui s'appelle Les Caïds, avec Jean Bouise et Serge Reggiani. Et je note que la musique de ce film est signée par le compositeur François Deroubet qui avait composé la musique du Vieux Fusil. Et pour ce film, Les Caïds, donc, Deroubet avait composé une musique qui correspond bien, je trouve, à l'âme de Cherbourg, à cet ADN maritime. Et ce film retrace l'ambiance de l'époque entre une jeunesse qui recherche une certaine liberté dans un paysage du Cotentin et de Cherbourg en pleine mutation qui se développe avec l'installation du Trégolien CEA, cette usine de retraitement nucléaire. Alors sur un autre registre d'une France un peu plus bohème, Éric Rohmer a tourné en 1986 à Cherbourg une partie du film Le Rayon Vert, avec l'actrice Rosette. Vous savez que Éric Rohmer aimait bien s'inspirer de la vie réelle de ses acteurs. Donc Rosette, qui était une Cherbourgeoise, qui est née dans notre ville. Et on y voit deux jeunes filles qui viennent se ressourcer à Cherbourg. Et on y voit le développement du port de Plaisance. Alors sur au niveau cinéma, mais un peu plus franchouillard et un peu plus loin du Cherbourg, mais toujours dans le Cotentin, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, on peut rappeler le tournage aussi en 77 de la comédie Le Mille pattes fait des claquettes. Donc c'est un film oublié évidemment de Jean Giraud. On va courir le voir, ça nous donne envie. Chef-d'œuvre, sans doute. Mais il est disponible, c'est un chef-d'œuvre avec des acteurs Francis Perrin et Michel Galabru.
Donc c'est une comédie burlesque où des jeunes patriotes français durant l'occupation décident de cacher la Vénus de Milo dans le Cotentin. Donc vous voyez que tout est possible sur nos terres de Cherbourg et du Cotentin. Mais tout ça là pour vous dire que je pense qu'il y a un lien entre ces films, c'est-à-dire que les réalisateurs avec Cherbourg et le Cotentin trouvent des paysages et une ville simple, typique de France. Et j'aime aussi rappeler, j'en profite de l'antenne de Radio Courtoisie, pour rappeler que Cherbourg est la ville natale d'un homme oublié, Robert Collard, qui avait choisi le pseudonyme de Lortac, qui est né en 1884. Et Lortac est le précurseur du cinéma d'animation en France et en Europe, avant l'américain Walt Disney. Oui, parce qu'on peut en dire un mot. Ce Robert Lortac faisait notamment des films d'animation, mais à des fins publicitaires. C'est vous qui me l'avez appris, c'était assez amusant. Oui, absolument. Il est né rue Asselin, donc dans le quartier de la Bucaille, de parents militaires, et Lortac, qui est oublié aujourd'hui, avait véritablement créé dans notre pays le film publicitaire. Il a travaillé pour Citroën, pour Cadom, et donc c'était un personnage très intéressant. Puis il avait une vie de bohème, voilà, c'était un artiste peintre, un écrivain, un personnage très intéressant que j'ai remis en lumière il y a quelques années dans la presse locale. En toute franchise, avez-vous réussi à voir les parapluies de Cherbourg jusqu'au bout ? Je pose la question à Nicolas Calluot comme à Claude Séraphin. Moi, jamais, personnellement. J'ai une passion pour ce film, moi. Ah, mais effectivement, mais je l'ai vu assez jeune. Alors vous savez, bon, il y a toujours une petite anecdote ici. Il y a des partisans évidemment de ce film, et vous avez une autre partie qui raconte que ce film a fait quand même un peu plus de mal à Cherbourg, parce que dans la France entière, on dit à Cherbourg il pleut tout le temps, les parapluies, alors que pas du tout. C'est une ville où il fait très beau. N'est-ce pas, oui, de plus en plus d'ailleurs. Avec. Qu'est-ce que vous aimez, Claude Séraphin, dans ce film ? Mais la scène finale, naturellement. Voyez-vous, moi qui suis originaire du Havre, j'ai naturellement des réticences à partager votre passion pour votre ville natale, cher Hector. Or, s'il y a une chose dont je dois reconnaître, pour laquelle je dois reconnaître à Cherbourg une prééminence, c'est d'avoir au moins inspiré ce chef-d'œuvre du cinéma pour lequel j'ai... Voilà. Sans doute Catherine Deneuve aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette France, effectivement, du cinéma des années 60 est une France qui s'ennuie, telle qu'on peut la voir à Cherbourg, pour reprendre la célèbre phrase de Pierre Vierzon-Plantier ? Non, moi je ne pense pas que la France, elle s'ennuyait en tous les cas dans les années 60. Vous savez, mon père qui a vécu à cette époque-là assez bien me raconte un Cherbourg qui vivait très bien et très joyeux avec son casino, les notables, le yacht club. Tout ça, moi, c'est une histoire qui m'intéresse, mais je pense que Cherbourg a gardé, encore aujourd'hui, dans son ADN, ce côté assez populaire, mais aussi d'une classe un peu plus bourgeoise. Oui, tout à fait. Jean-Pierre Le Goff en parle, il en fait un cas typique de ville provinciale d'avant 68, dans son livre La France d'hier, où il décrit une ville un peu en tenue d'arlequin, où les milieux ne se mélangeaient pas forcément. C'est ce qui est frappant dans son livre, c'est-à-dire que les familles de pêcheurs n'épousaient pas forcément les familles d'ouvriers, pour ne rien dire des classes sociales, qui elles carrément se jalousaient. On a ce quartier de la Bucaille qu'on appelle le Petit 16e, qui est cher à Bruno Santoram. On a toute cette ambiance, effectivement, de milieux sociaux un peu ombrageux, qui cultivent à la fois leurs différences, mais aussi leur culture. Mais vous avez aussi peut-être, on retrouve ce phénomène dans d'autres villes de France, c'est-à-dire que nous avons perdu des familles d'industriels, comme on disait à l'époque. Donc, oui. Puis tout à fait le thème de la bourgeoisie à Cherbourg. Ce patrimoine matériel et immatériel est-il selon vous assez connu des Cherbourgeois, Nicolas Calluot ? Écoutez, moi je pense que les Cherbourgeois sont attachés au patrimoine de leur ville. Ils sont attachés à l'histoire de la ville, mais aussi du petit patrimoine, de ces édifices, des bâtiments qui peuvent rappeler un moment de leur vie, de leur enfance. Et ça, c'est très important. Et ils sont attachés. Moi, je vois bien avec mon association, l'association que j'ai créée, Cherbourg et son histoire, qu'il y a véritablement un engouement pour le patrimoine et pour le patrimoine cherbourgeois. Et je pense que c'est un phénomène que nous retrouvons dans plusieurs villes en France. C'est aussi le sens d'un de vos engagements dont j'aurais aimé, alors qu'il n'est pas proprement associatif, mais dont j'aurais aimé que vous nous disiez un petit mot ce soir.
Alors, effectivement, parce que je suis un militant de la cause du patrimoine, mais je pense que le patrimoine, il faut aussi le défendre au niveau électoral pour véritablement le faire entendre. Et donc, j'ai pris mes résolutions et je suis candidat à une élection départementale, cantonale, comme on dit dans le temps, sur le canton de Cherbourg-Centre. Cette ville donc a conservé une identité très forte et le patrimoine est au cœur de mon action. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, moi je me suis opposé à la démolition d'un bâtiment historique de Cherbourg, que les Cherbourgeois connaissent bien, et il y a eu un grand engouement sur cette question, le bâtiment de la Petite Criée, où d'ailleurs, pour revenir à notre conversation, où Jacques Demy avait posé sa caméra pour le générique des Parapluies de Cherbourg, et j'ai reçu à ce titre le soutien de Stéphane Bern, un amoureux du patrimoine comme nos auditeurs, Stéphane Bern qui est venu en juin dernier à Cherbourg dans le cadre de sa mission patrimoine confiée par le président de la République. Et j'ai également remis en lumière les liens entre Cherbourg et la famille Grimaldi de Monaco au XVIIIe siècle. Et j'ai contacté son Altesse Albert II, qui a eu la générosité de faire un don à notre association pour la rénovation d'une grande ferronnerie d'art. Et ce qui a permis de remettre en plein cœur du centre-ville de Cherbourg en lumière les armoiries de la ville. Moi, je suis convaincu que nous devons conserver l'identité, défendre l'histoire de nos communes françaises. Je milite aussi pour la sauvegarde d'un square et d'une statue Christ-Roi situé dans le quartier que vous avez cité tout à l'heure, le quartier de la Bucaille, menacé par une construction d'un immeuble en béton. Voilà, je pense que c'est des questions importantes. Et ce qui se passe actuellement à Paris, avec le hashtag Saccage Paris, montre bien que les Français aiment le patrimoine. Donc voilà, c'est le sens de mon engagement pour ces élections départementales qui auront lieu en juin prochain. Votre slogan, je crois, est sécurité, patrimoine, propreté. Ces thèmes peuvent paraître anecdotiques. En fait, ils ne le sont pas, puisqu'ils rentrent pleinement dans les principales compétences, peut-être même les seules des élus locaux. Faire une belle ville, faire une ville entretenue, valorisée, authentique, cultive son image de marque, c'est faire une ville qui puisse être attractive, qui attire des touristes, qui attire aussi de nouveaux résidents, qui attire également de nouveaux investisseurs en cultivant son image de marque. Donc en fait, en militant pour le patrimoine, vous militez aussi pour la prospérité de Cherbourg. Et il y a beaucoup à dire sur la campagne en cours, puisque je crois qu'on vous reproche, alors que les fameuses conseils général, par la loi de 2015, je parle sous le contrôle d'un éminent juriste qui est face à moi, a été vidé, je crois, de beaucoup de ses compétences. Et on aimerait que vous restreigniez votre discours aux compétences, fameuses compétences, puisque le mot est à la mode, du département, qui sont, je crois, la voirie, le collège, etc. Absolument, oui. Bon, écoutez, moi, je ne cherche pas de polémique, mais moi, je pense qu'il est important de défendre ces idées. Et vous savez, les partis politiques et les campagnes électorales n'intéressent plus grand monde. Mais pour intéresser les gens, il faut leur tenir un discours qui les intéresse. Et effectivement, parler des routes, bon, c'est sûrement intéressant pour certains. Moi, j'essaye de leur parler du patrimoine, du tourisme, et c'est totalement dans les compétences du conseil départemental. Et je suis sûr que les Cherbourgeois seront très attentifs à ces questions et au programme que je propose. Effectivement, on a peut-être au niveau municipal, alors pour ne pas citer uniquement le cas cherbourgeois, mais beaucoup d'édiles qui semblent imiter cette journée du 22 juin 1789, dont nous avez parlé Emmanuel de Varesquiel voici 2 mois, où le roi reprochait aux tiers-états, constitués en Assemblée nationale au serment du jeu de paume, d'outrepasser ces fameuses compétences qu'on appelait sous l'Ancien Régime, c'est leur prérogative, puisque le tiers-état avait été convoqué à Versailles pour sauver le royaume de la banqueroute, et voici qu'il voulait en changer les lois fondamentales. Autrefois, on appelait les prérogatives, peut-être d'ailleurs même la potestas, pour prendre un mot antique. Aujourd'hui, on parle des compétences. Et là où, alors Dominique Paoli nous a demandé de faire une émission littéraire, et absolument pas politique, et moins encore électorale, donc il ne s'agit pas de faire quelques propagandes pour quelques candidats que ce soit. Du reste, vous êtes venu nous parler du patrimoine cherbourgeois, de l'héritage cinématographique, mais j'ai pensé que c'était intéressant de mettre en avant votre démarche, puisque vous faites en fait une campagne pour mettre en avant des thèmes, pour mettre en avant des idées, qui pourraient être reprises d'ailleurs par vos adversaires. Il y a des gens tout à fait charmants, tout à fait valables dans l'équipe municipale, dans l'opposition. Enfin, comme vous dites, il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit, mais le fait que vous mettiez en avant un thème comme celui du patrimoine local est quelque chose de signifiant, puisque beaucoup de villes, on parle beaucoup d'identité nationale, de la question identitaire, la France, l'Europe, les régions se demandent ce qu'elles sont.
où elles vont. Et bien la question se pose aussi au niveau des communes. Le changement de population est très rapide, on le sait dans les moyennes villes de province, où beaucoup de métropolitains à faire du confinement arrivent, font parfois montrer le prix de l'immobilier, s'installent dans les villes de province, c'est particulièrement vrai à Cherbourg, et on se demande vraiment ce que va devenir notre ville. Est-ce qu'elle gardera son caractère que nous avons essayé de décrire ce soir, un peu cancanier, un peu érudit, avec ses ombres et ses lumières, très provincial, très suranné, ce port de pêche qui est aussi un port ouvrier, qui est aussi une ville marchande, ou est-ce qu'elle sera en fait une nouvelle gare à 3 heures de Paris, peuplée de gens qui adoptent les us et coutumes métropolitaines, qui en reproduisent aussi le modèle inégalitaire avec une flambée du prix de l'immobilier qu'on constate à Cherbourg, mais aussi ailleurs. Et cette question que vous posez, en fait, c'est, sans vouloir être pompeux, mais c'est un peu la question ontologique, quelque part. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous en tant que ville ? Qui sommes-nous en tant que Cherbourgeois ? Voulons-nous être une ex-de-métropole ou voulons-nous être une ville de province ? Voilà. Et je crois que vous y avez répondu. Peut-être que vos adversaires, concurrents se positionneront également. Enfin, je ne sais pas si vous reconnaissez dans l'état d'esprit que j'ai essayé d'esquisser. Oui, non, mais c'est important. Vous savez, c'est important de défendre ce patrimoine. Parce que, vous voyez, les Cherbourgeois connaissent bien. Encore une question sur Cherbourg. Enfin, tout à l'heure, vous parliez de Cherbourg. Vous aviez un bâtiment magnifique qui s'appelait l'École des Beaux-Arts et qui a été rasé avec sa chapelle. Pour faire quoi ? Pour faire un terrain vague. Écoutez, quand on voit ce genre de politique, oui, il y a de quoi être révolté. Et je pense que ça force les engagements politiques, associatifs, culturels. Et je pense que nos démarches, ce sont des bonnes démarches de résistance. Voilà, tout à fait. Et encore une fois, la question de l'âme d'une ville provinciale se pose à Cherbourg. Je pense qu'elle se pose également dans toutes les villes de cette dimension. Toutes les sous-préfectures se posent aujourd'hui, ce n'est pas forcément très connu, puisqu'on a beaucoup parlé des identités, les identités régionales, les identités locales. On parle assez peu, finalement, de l'identité municipale. Pourtant, si on observe les sondages et les enquêtes d'opinion, c'est à la ville que se raccrochent souvent les habitants. C'est-à-dire que les habitants se sentent de quelque part. C'est la ville où ils sont nés, c'est la ville où ils sont grandis. Et pour reprendre les formules du général de Gaulle, il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif, de l'enfance. C'est-à-dire une ville, c'est aussi les lieux qui nous ont vus naître, c'est les lieux qu'on a observés étant enfants, c'est ce qui nous a édifiés. C'est la première fois qu'on allait au parc avec... La petite patrie. La petite patrie, tout à fait. C'est la première fois qu'on allait au parc avec son père. C'est-à-dire, souvent je vais avec des amis dans les parcs à Cherbourg et on voit les fameuses fontaines où on imagine des enfants comme à la belle époque, lancer des voiliers, comme on peut le voir par exemple dans la comtesse de Ségur. C'est-à-dire c'est tout un horizon de représentation. Voilà. C'est les madones, des contes de fées, telles les fresques sur les murs dont parle le général de Gaulle en première page des mémoires de guerre. Une ville, c'est aussi ça. C'est des lieux, c'est Cherbourg qui fait le Cherbourgeois, on peut dire, parce que beaucoup de gens viennent, de métropole, parfois de plus loin, et je pense qu'ils peuvent s'intéresser, pour peu qu'il y ait une politique patrimoniale et culturelle, transmission ambitieuse, je pense qu'ils peuvent tout à fait s'intéresser à cette identité, à ce patrimoine qu'on a essayé de décrire ce soir. Alors les auditeurs, ils sont nombreux à Cherbourg, feront leur miel de cette discussion. Ils s'intéresseront sans doute au thème de la campagne électorale. Il est très bien, je trouve, que la question de notre identité en soit au cœur. Voilà. Peut-être la seule question politique qui vaille, c'est finalement la question ontologique. Qui sommes-nous ? Et Nicolas Calluot a répondu, nous sommes une vieille ville de province.